Vous écoutez Europe 1, il est 8h17. Elle est au cœur de l'actualité. Jean-Pierre Elkabbach, je recevais ce matin Myriam El Khomri, la ministre du Travail, pour l'interview politique d'Europe 1. Madame, monsieur, c'est à vous. On a entendu Manuel Valls dire la réforme prend un nouveau départ. Bienvenue Myriam El Khomri, bonjour. Bonjour. Ça veut dire que le gouvernement a donc raté le premier départ. Qu'est-ce qui garantit que ce départ-là va être réussi ? Écoutez, c'est un projet de loi qui est fait pour faire avancer notre pays. Il y a un état d'urgence économique et sociale. Aujourd'hui, il faut prendre en considération la situation de notre pays. On crée moins d'emplois que nos voisins européens. 9 embauches sur 10 se font en CDD. Et nous avons un chômage qui est important. Mais tout le monde est convaincu que cette loi ne permettra pas de créer des emplois. On a entendu tout à l'heure François Asselin de la CGPME. Et il n'est pas le seul. La loi ne fera pas baisser le chômage. L'objectif de cette loi, c'est d'encourager les embauches en CDI. Parce qu'aujourd'hui, une partie de la population, les personnes les moins qualifiées, les jeunes, les femmes, accèdent à l'emploi à travers des CDD et dans une forme d'hyper-précarité où ils collectionnent ces CDD. L'objectif, en donnant plus de souplesse aux entreprises, par la négociation, l'objectif, en levant les incertitudes liées à la rupture du contrat de travail et également en apportant des droits nouveaux aux salariés, vise justement à permettre des nouvelles formes de régulation dont notre pays a besoin. Est-ce que vous êtes sûr que c'est la dernière écriture de cette réforme ? Parce qu'il va y avoir des amendements, des ajustements, des corrections lors du débat au Parlement. Les socialistes, l'opposition le disent déjà. Est-ce que cette loi ne va pas être dévitalisée ? Non, cette loi ne va pas être dévitalisée, mais il y a un débat parlementaire, il est légitime, il est normal, et le débat parlementaire vise aussi à enrichir le texte. Hier soir, j'étais avec des députés socialistes, sur la question notamment des TPE et des PME, il y a de leur volonté aussi de faire des propositions pour que nous continuions à avancer dans ce cadre. C'est-à-dire que c'est eux qui vont répondre à François Asselin. Il y a le débat parlementaire est là pour enrichir le texte. Vous avez fait un certain nombre de concessions, une dizaine. Vous avez tellement bougé que la plupart des gens pensent que vous avez reculé. Vous ne voulez pas vous entêter. Mais est-ce que ce matin, l'opinion n'a pas raison, le journal L'Opinion, en disant que c'est un grand bond en arrière ? Non, moi je crois que chercher un compromis, c'était utile dans la période sur laquelle nous avons travaillé. Parce qu'en effet, le démarrage a été raté puisqu'il n'y a pas eu de pédagogie sur la loi. Vous reconnaissez comme Manuel Valls, vous avez tous raté le début et le lancement de cette loi. Tout à fait. Nous n'avons pas eu le temps d'explication devant l'ensemble des partenaires sociaux comme nous avons eu hier. Au moins, ça veut dire que cette fois-ci, vous avez appris à écouter avant de vouloir imposer. Exactement. C'est déjà pas mal. Et on ne réforme pas dans la brutalité. Donc nous avons cherché un compromis. Un compromis, c'est un pas en avant, un pas vers l'autre. C'est justement l'inverse, c'est précisément l'inverse qu'un recul. Et je pense que c'est nécessaire pour que cette loi soit mieux comprise, mais parce que cette loi porte une vraie ambition. Mais depuis tout à l'heure, on dit la loi, la loi, la loi. Comment il faut dénommer cette loi ? Ma loi. La loi Hollande-Valls, la loi El Khomri, la loi Valls, la loi Éric Woerth, la loi Berger, CFDT. C'est la loi portée par la ministre du Travail et c'est légitime. Vous savez, le rapport de Jean-Denis Combrexel a été demandé par le Premier ministre il y a un an et c'est légitime que nous y travaillions avec le Premier ministre, avec le Président de la République et également avec le ministre de l'Économie. J'ai entendu, c'est ma loi. C'est ma loi, bien évidemment. C'est moi qui ai mené l'ensemble des concertations avec les partenaires sociaux. En effet, il y a des mesures qui sont arrivées tardivement dans le texte, qui ont demandé plus d'explications. Vous ne craignez pas d'être démenti par tel ou tel du gouvernement Absolument ou de pas. l'extérieur. Je pense que tel ou tel savent le travail que j'ai fait pour mener à ce texte. On a vu Myriam El Khomri, Manuel Valls en première ligne, le président de la République dans un premier temps a refusé le retrait. Dans ce nouveau texte, où est la main et l'écriture de François Hollande ? Écoutez, c'est une écriture qui est partagée. Nous avons ce week-end, et pas seulement... Non, mais qu'est-ce qu'il a apporté ? Qu'est-ce qu'il a suggéré ? Qu'est-ce qu'il a réécrit ou écrit ? C'est partagé par l'ensemble du gouvernement. Ce qui était essentiel pour nous, c'est à la fois d'arriver à donner plus de souplesse aux entreprises par la négociation. Cette marque du dialogue social, c'est la marque de fabrique de François Hollande depuis le début du quinquennat. Jusqu'à quelle heure vous avez travaillé dimanche, peut-être lundi Nous avons eu encore une dernière réunion d'arbitrage lundi matin à 8h du matin. Alors, on voit bien qu'il y a, en écoutant les réactions, deux France. Mais en même temps, on parle du front syndical. Il n'y avait pas de front syndical,
personne, à moins que vous le croyez vous, croit possible de réconcilier la CFDT, Force ouvrière, la CGT et le MEDEF, la CGC, CFDC et Sud, et l'UNEF avec les étudiants réformistes de la FAGE. J'entendais les responsables de l'UNEF dire que votre texte sur la garantie jeune, qui va accompagner vers l'emploi dès 2017 et qui devient un droit pour tous les jeunes sans emploi et formation, va coûter 4 à 5 milliards d'euros. Où est la vérité ? Écoutez, déjà, l'unanimité, quand une réforme change de philosophie, lorsqu'on donne plus de souplesse, plus de place à la négociation, il n'y a pas d'unanimité dans notre pays. Ça montre bien que cette réforme fait bouger les choses et c'est nécessaire. C'est nécessaire parce que la seule pression que moi j'ai, c'est cette pression notamment du nombre de demandeurs d'emploi. La garantie jeune, c'est S'agissant combien ? de la garantie jeune, c'est inédit ce que nous faisons. Dans le texte, nous allons mettre un droit à l'accompagnement pour les jeunes. Pour les jeunes, l'accompagnement le plus intensif, c'est la garantie jeune. Il y a 900 000 jeunes, combien vont être concernés ? Combien de jeunes ? 900 000 jeunes, c'est une étude d'Eurostat sur le nombre de jeunes qui ne sont pas en emploi, pas en études, pas en formation en 2013. Tous ces jeunes doivent bénéficier d'un accompagnement, mais pas forcément de la garantie jeune. La garantie jeune, c'est un accompagnement intensif avec des critères. Ces critères, c'est des jeunes en précarité, qui doivent être motivés et volontaires pour rentrer dans ce dispositif. Combien l'année 2017 par exemple, et quel coût ? D'ici la fin de l'année, il faut peut-être tordre le cou d'un canard qui dit 400 milliards. Est-ce que c'est vrai ? D'ici la fin de l'année, on aura 100 000 jeunes qui seront rentrés dans la garantie jeune. Nous en faisons un droit universel, c'est-à-dire que les jeunes qui correspondent aux critères auront droit de rentrer dans le dispositif à partir du 1er janvier 2017. 100 000 jeunes, ça fait ? On parle, pour le 1er janvier 2017, on peut aller, les missions locales évaluent entre 100 000 à 150 000 jeunes qui pourront rentrer dans la garantie jeune. Ça fait entre 450 et 600 millions d'euros. Et s'il y a plus de jeunes, y aura-t-il les moyens ? Bien évidemment, mais je le redis, ce dispositif, c'est un contrat donnant-donnant. Les jeunes doivent être volontaires, doivent correspondre à des critères, et puis, bien évidemment, ils bénéficieront de cette allocation. Voyons, Myriam El Khomri, les réactions des syndicats. Le gouvernement, je crois qu'il a de la chance, parce que Pierre Gattaz et le MEDEF sont critiques et mécontents. Monsieur Gattaz dit c'est la fin des haricots. Et du côté des syndicats, messieurs Martinez, CGT, Jean-Claude Bailly, Force ouvrière et Martinet de l'UNEF vont se mettre en grève le 17 et surtout le 31 pour réclamer le retrait. C'est fini l'idée du retrait ? Oui, c'est fini l'idée du retrait. Moi, ce qui compte, c'est l'intérêt général. Il n'y a pas d'unanimité, en effet, sur le texte. S'agissant des propos de Pierre Gattaz, il a dit si le texte était à nouveau dénaturé, ça serait la fin des haricots, précisément. Et par ailleurs, je tiens à le dire ici, nous instaurons dans ce texte un droit universel à la formation. Des centrales comme la CGT ou FO sont bien sûr volontaires de ce point de vue-là. Après, nous avons des divergences. J'ai des divergences avec la CGT, par exemple, quand ils prônent les 32 heures. Voilà, j'ai une divergence, mais moi, j'assume que nous souhaitons qu'il y ait le plus d'adaptation sur le terrain, qu'il y ait plus de négociations au niveau des entreprises, qu'il y ait plus de négociations au niveau des branches. C'est essentiel parce qu'aujourd'hui, notre système est à bout de souffle. Et donc, il faut de nouvelles formes de régulation. On voit l'énergie dès ce matin. Mais quand vous les avez, nous, on voit les images, on vous voit les uns et les autres à tour de rôle. Est-ce que M. Martinez, la CGT, ou M. Mailly propose quelque chose ? Ce sont les rois de la réponse non, négative. Est-ce qu'il propose ? Écoutez, s'agissant de FO, par exemple, FO, dans le cadre de la discussion sur le compte personnel d'activité avec les partenaires sociaux, a joué un rôle important. La CGT également sur le compte personnel d'activité. Après, ils sont contre le fait de laisser plus de place à la négociation d'entreprise. En gros, on veut laisser plus de place, notamment à la négociation aux représentants des syndicats, pour justement permettre ces souplesses. Ils ne le souhaitent pas. D'autres syndicats sont prêts à rentrer dans ces compromis pour permettre plus d'adaptation. L'autre syndicat, c'est la CGT. Mais on voit bien que Laurent Berger fait une réforme. Est-ce qu'il peut faire le printemps ? Est-ce qu'il peut faire le printemps social à lui tout seul, Laurent Berger ? Non. Laurent Berger et d'autres centrales réformistes souhaitent qu'il y ait plus de place à la négociation parce qu'ils sentent bien que notre système est à bout de souffle et qu'ils veulent prendre leurs responsabilités pour permettre ces adaptations. Ce matin, le Conseil d'État est saisi de votre projet de loi de travail ou la loi El Khomri. Ah, très bien, qui arrivera en Conseil des ministres le 24 mars en débat dans l'hémicycle fin avril-mai. Est-ce qu'elle sera un jour appliquée ? Quand, par exemple, ici ce matin, vous nous dites tous, la loi El Khomri sera appliquée à quel moment ? Cette réforme, elle est juste et nécessaire.
elle sera votée avant l'été et donc applicable directement après. Et on en verra les effets avant la fin de l'année si on vous écoute. Bien évidemment, cette loi sera, dès qu'elle est votée, elle sera appliquée. Il y aura des décrets d'application bien sûr à prendre en compte. Nous les prendrons le plus rapidement possible. Mais c'est essentiel. C'est essentiel parce que nous avons en effet besoin de donner un nouveau souffle dans notre pays. Et vous trouverez une majorité chez les socialistes pour la voter. Il faudra leur donner quelques petites fessées ou quelques 49-3. Je crois que l'ensemble des députés sont volontaires pour permettre à la fois qu'il y ait plus de sécurité pour les salariés, mais également plus de souplesse pour les entreprises. C'est ça qui se joue aujourd'hui. C'est ça qui se joue parce que je crois que la vie d'un artisan ou d'un commerçant n'est pas la même que celle d'un grand groupe. On n'a pas de service RH. Donc apporter cette souplesse, permettre une adaptation notamment au sein du Code du travail et permettre des nouveaux droits pour les salariés, c'est ça qui se joue aujourd'hui. Sinon, les élus du Parti Socialiste doivent voir ce qui se passe dans les élections partielles où là, c'est de mauvais augure pour ce qui peut se passer dans les mois qui viennent. Avançons pour notre pays. Toute petite question quand même. François Asselin, vous parliez de la garantie jeune tout à l'heure, Jean-Pierre. François Asselin de la CGPME se demandait comment ça allait être financé. Est-ce qu'il avait peur que ça retombe sur les entreprises? Comment va être financée cette garantie jeune? Est-ce que vous le savez déjà? Absolument pas. Nous avons plusieurs dispositifs d'accompagnement dans ce que nous proposons dans le projet de loi de finances. Et puis nous avons notamment sur la garantie jeune des aides de l'Union européenne dans ce cadre-là. Ça ne coûtera pas la un euro garantie, aux entreprises. Ça ne coûtera rien aux entreprises. C'est un engagement que nous prenons. Vous savez, ce gouvernement a fait beaucoup pour baisser le coût du travail avec le pacte de responsabilité, le CICE. Il est hors de question de faire machine arrière de ce point de vue-là. En quoi ce travail vous a fait changer, vous, personnellement? Moi, écoutez, je regarde la France telle qu'elle est. Non, mais vous, en quoi vous avez changé en travaillant depuis quelques mois sur cette loi? Je suis déterminé pour trouver justement des compromis afin qu'on améliore la compétitivité de notre économie, mais également afin que nous trouvions de nouveaux droits pour les salariés. Et je crois que la question de la formation, ça fait 30 ans que nous en parlons dans notre pays. Le droit universel à la formation, qu'elle aille aux personnes les moins qualifiées, c'est ça aussi l'enjeu de cette loi. Merci beaucoup Myriam El Khomri d'être venue ce matin sur Europe 1. Bonne journée à vous.